Juste la rentrée, septembre. Ouais. Guillaume Leblanc est philosophe. Il réfléchit sur la notion d'exclusion et d'invisibilité sociale. Dans son dernier ouvrage, coécrit avec Fabienne Brugère, il fustige la pulsion de mur qui gagne l'Europe et la culture de la peur comme moyen de gouverner. Hier considéré comme un hôte, l'étranger est devenu un ennemi qu'il faut éloigner, repousser, ne plus voir. L'hospitalité, vertu fondatrice de notre humanité, serait-elle en train de disparaître ? Voici notre entretien. Moi, j'ai repris quelques passages de votre ouvrage où vous dites « Le mécanisme de la peur rend l'hospitalité si difficile. La peur opère aussi comme la restauration magique d'une frontière entre les uns et les autres. » Je voudrais que vous m'aidiez à décrypter les mécanismes de la peur, s'il vous plaît. La peur est un sentiment vraiment archaïque qu'on a tous. Ne pas avoir peur, c'est profondément impossible et puis ce serait aberrant. Parce qu'il y a dans la peur quelque chose de profondément vital qui nous prévient d'un danger réel ou imaginaire. L'enfant qui a peur du noir, de l'obscurité, se persuade qu'il y a une créature qui arrive dans sa chambre et qu'il va falloir être en alerte. Et ce qui est intéressant dans la peur, c'est que c'est une émotion qui nous met en état d'alerte et qui procure une réaction finalement. On va se mettre à courir, on va essayer d'éviter le danger. Donc il y a une forme de discernement dans la peur, même si c'est un sentiment très, très archaïque. Mais donc c'est un sentiment vital. Le problème, c'est que cette peur qui est vitale, le problème c'est lorsqu'elle en vient à paralyser l'esprit, à devenir une sorte de philosophie de l'existence. Parce qu'à ce moment-là, au fond, nous ne voyons plus le monde. Ce qui nous aidait à discerner un danger devient une espèce de fin en soi. Tout fait peur, tout cultive la peur. Et on est à ce moment-là dans une paralysie psychique totale, où il devient très difficile d'arriver à encore avoir un discernement. Donc la peur, je dirais que il faut d'une certaine manière la laisser à sa place. Il faut comprendre ce qui fait peur, pourquoi nous avons peur. Donc il y a toute une enquête à entreprendre sur soi-même pour ne pas sombrer dans une espèce de démesure de la peur. La peur démesurée, c'est lorsque la peur cesse d'avoir un objet précis pour devenir peur de la peur. Et quand la peur devient peur de la peur, quand ce qui nous fait peur, c'est notre peur elle-même, à ce moment-là, nous sommes submergés par ce sentiment-là et nous ne pouvons plus agir de manière discernée. Nous devenons littéralement fous, nous hallucinons l'objet de la peur qui devient un fantasme, qui devient véritablement un délire. Et c'est très dur de lutter contre le délire. Aujourd'hui, on est dans une époque où je crois on a instauré, à la fois politiquement, de manière presque civilisationnelle, anthropologique, une culture de la peur. Et en fond, nous imaginons que vivre en société, c'est avoir peur, c'est faire attention, alors faire attention à son voisin, faire attention à l'étranger qui arrive, faire attention à traverser dans les passages piétons. Une espèce de démesure de la peur qui est démultipliée par tous ceux qui aujourd'hui exercent le pouvoir et qui sont en mesure de cultiver cette peur parce que c'est un moyen, peut-être, sans doute, de gouverner les gens de manière extrêmement efficace. Lorsqu'on a peur, on ne fait plus attention au réel tel qu'il est. Peut-être que les vrais objets d'inquiétude sociale, par exemple, passent au second plan. Et qu'à ce moment-là, on se focalise sur un étranger imaginaire qui devient porteur de tous les maux possibles. Les maux sociaux, les étrangers vont venir nous prendre notre travail. Les maux nationaux, ils vont défaire notre identité nationale. Les maux civilisationnels, la civilisation, par exemple musulmane, va envahir notre civilisation chrétienne. Et on a comme ça une espèce de construction complètement démente d'une peur qui a fini par devenir la seule politique possible et imaginable. Et cette peur, elle nous éloigne de tout le contraire, qui est la possibilité du frottement avec les autres, la joie du frottement, du mélange, de tout ce qui est assez joyeux.
Et du coup, par rapport à l'hospitalité, on est dans un registre où on ne perçoit plus le caractère simple, lumineux et joyeux de l'hospitalité, où on la voit comme un risque supplémentaire qui va faire entrer celui qui est hospitalier dans des peurs nouvelles encore. Et tout ce qui est de l'ordre de la simplicité de l'hospitalité, du partage, partager un repas, partager une langue, des langues, partager des cultures, va disparaître avec cette espèce de chape de plomb de la peur. Est-ce que cette peur de l'étranger existe depuis toujours? Je crois qu'il y a toujours eu, dans un premier temps, il y a toujours eu une peur de l'étranger. C'est-à-dire celui qui vient d'ailleurs, au fond, c'est quoi cet ailleurs? C'est quoi ce dehors par rapport à notre dedans? Donc on est dans une espèce de relation forcément de méfiance à l'égard de celui qui vient d'ailleurs. Déjà, et donc l'idée qu'on va accueillir quelqu'un à condition qu'il puisse un peu nous ressembler est une idée qui est très très vieille. Déjà dans la Grèce antique, on accueille pas tous les étrangers, on accueille l'étranger qui ressemble au grec, qui est comme un grec, qui est un quasi-grec, qui est un grec. Dans les suppliantes, par exemple, cette pièce incroyable sur l'hospitalité, les suppliantes viennent demander l'hospitalité devant un temple grec en déposant une couronne de laurier devant le temple et en disant qu'elles sont de sang grec. Il y a donc l'idée que voilà, on peut accueillir celui qui nous ressemble. Et donc il y a cette espèce de séparation entre l'étranger qui nous ressemble et l'étranger radical dans laquelle va se constituer presque la pratique de l'hospitalité, la pratique de l'accueil. Donc il y a toujours eu, je dirais, une peur de l'étranger radical. Il y a toujours eu la peur que l'étranger nous emporte vers un ailleurs complètement non désirable. Et ça, mais d'un autre côté, cette peur qui est réelle, elle est compensée par une forme de pratique sociale qui est la nécessité, tout simplement, d'instaurer un échange entre ce qu'il y a au-dedans, dans la cité grecque, dans l'Empire romain, dans la nation, et ce qu'il y a au-dehors. Parce que toutes les cultures savent qu'elles ne peuvent exister que si elles règlent des échanges avec d'autres cultures. Et donc l'hospitalité, pendant longtemps, a fonctionné comme une régulation sociale très importante entre le dedans et le dehors, avec une codification assez stricte. On retrouve toujours cette idée qu'on peut accueillir quelqu'un pendant 3 jours, qu'au-delà des 3 jours, la relation change de nature si l'accueilli reste au-delà de 3 jours. Il n'est plus un hôte, mais il est quelqu'un qui doit des services à l'intérieur de la maison. Il y a toujours, et ça c'est quelque chose qu'on retrouve, c'est un invariant qu'on retrouve dans les cultures africaines, asiatiques, américaines, européennes. Donc c'est très intéressant de voir comment finalement toutes les civilisations ont un intérêt à l'hospitalité. Donc si on pose cela dans ce terme-là, la question est alors la suivante: comment se fait-il qu'à un certain moment, ces civilisations qui ont un intérêt à l'hospitalité se sont mises à devenir méfiantes, se sont mises à avoir en quelque sorte un intérêt à l'inhospitalité? Et l'hypothèse, moi, que je fais, c'est que ça n'est compréhensible que depuis finalement une date assez récente, qui est finalement le XVIIIe siècle, le moment où l'émergence des nations se met en place, où on a le moment où les nations modernes se construisent comme des réalités politiques réelles, avec des traités de paix entre les nations, etc. À ce moment-là, la question de l'étranger devient une question de la constitution même de la nation. Et donc on a dès lors toute une amplification des frontières, un gouvernement des fermetures qui devient une prérogative de l'État-nation. Et je crois que ce qui est amplifié aujourd'hui dans ce qu'on appelle la crise des migrants, qui est une catégorie quand même assez bizarroïde, parce que ça suppose que ce sont les migrants qui sont la crise, alors que c'est notre système d'accueil qui est en crise en réalité. Ce qui est amplifié, je crois, aujourd'hui, c'est justement cette espèce de fermeture comme mode de régulation des États-nations, de telle sorte que du coup,
la pratique de l'hospitalité ne bute sur ces frontières nationales. Ça, je crois que c'est quelque chose de nouveau. Je dirais que le sens de l'accueil va beaucoup moins de soi dès lors que l'on se situe à l'intérieur de l'État-nation. Et aujourd'hui, nous sommes en plein dans cette réalité État national. C'est pour ça d'ailleurs que les pratiques d'hospitalité, quand les gens, entre guillemets, prennent le courage d'accueillir, que ce soit dans leur cadre privé ou d'aider dans le cadre d'associations ou ont le courage effectivement de participer à des structures d'accueil dans des formes de campements précaires, etc. Je pense que cette pratique de l'hospitalité, elle se fait souvent, bien sûr au nom d'un argument moral. On ne peut pas rester indifférent à la misère du monde, on doit faire quelque chose, on doit venir à l'aide de son prochain. Mais elle se fait aussi souvent quand c'est pour des raisons politiques, avec un sens de la citoyenneté, je dirais, politique, qui n'est plus nationale, qui est souvent la citoyenneté locale. On habite ici, donc on doit faire quelque chose ici. Il y a une nouvelle utopie, paradoxalement, de la citoyenneté locale. Ce que moi j'appelle l'infra-politique, c'est la politique non nationale. Et puis il y a aussi une utopie de la citoyenneté mondiale. On est citoyen d'ici, on est citoyen du monde, et souvent les deux se connectent entre eux. La cosmopolitique mondiale et l'infrapolitique locale finalement se connectent pour former une espèce de contre-proposition à l'égard des frontières états-nationales. Et aujourd'hui, on sait que la France, mais aussi les autres pays européens, c'est sans doute vrai de beaucoup d'autres pays, mais la France est scindée, et finalement, on parle en permanence d'une France sécuritaire, sécurisée, refermée, mais il y a toute une France invisible qui ouvre ses portes, qui est accueillante, et qui le fait souvent au nom de ses conceptions politiques, au nom d'une pratique locale, et branchée sur le sentiment, souvent, que finalement nous sommes citoyens d'un même monde. Donc, cette tendance va alors, dans le contexte actuel, est totalement à contre-courant, finalement. Ça relève presque du militantisme. Elle est à contre-courant, mais c'est un militantisme qui est très vif. C'est une France qui représente sans doute 40-45% de gens qui sont prêts soit qui sont prêts à accueillir, qui n'ont pas ce discours absolument de la fermeture, etc. Ça ne veut pas dire que 40% des gens accueillent et pratiquent l'hospitalité, mais ça veut dire qu'il y a une bonne moitié de la France qui est sur cette longueur d'onde-là. Et donc, et c'est elle qui n'a pas les moyens, malheureusement, d'imposer sa compréhension du monde, puisque elle n'a pas les canaux idéologiques que la France sécurisée a. Elle n'a pas le ministère de l'Intérieur dans sa poche pour produire un discours hégémonique. Elle est souvent moins représentée que l'autre France dans les médias. Donc on a comme ça une espèce de défaut de narration de toute une partie de la population qui est pourtant justement dans cette compréhension-là du monde. Oui, je pense qu'on est aujourd'hui dans une rhétorique, globalement, qui est une rhétorique, on le voit bien au niveau mondial, qui est une rhétorique de l'envahisseur. Donc, alors moi, je me souviens qu'enfant, c'était une des premières apparitions de la télévision dans la maison familiale, avec cette espèce de gros écran avec ses antennes qui faisaient ressembler la télévision à un crustacé géant. Je me souviens que je regardais la série Les Envahisseurs avec David Vincent. Et j'étais vraiment subjugué par le générique des Envahisseurs, ces êtres venus d'ailleurs, etc. David Vincent les a vus. Maintenant, son combat commence. Il devra convaincre le monde incrédule qu'une guerre vient de commencer. Cette rhétorique de la guerre à l'égard des envahisseurs. Je pense qu'aujourd'hui, on fonctionne à plein régime sur cette rhétorique de la guerre, sauf que ces envahisseurs-là ne sont pas des êtres venus d'une autre planète,
Ils sont des êtres venus de notre planète, ils sont nos prochains. Simplement, ils habitent aussi une planète qui est menacée, souvent par un dictateur, par une misère économique, souvent les deux. Et nous nous persuadons qu'ils veulent nous envahir. Aujourd'hui, les discours des principaux gouvernants sont sur cette rhétorique de l'envahissement. Trump dit, à propos de la caravane de l'Amérique du Sud qui remonte, ce sont des envahisseurs, ce sont comme des envahisseurs, une horde d'envahisseurs. Viktor Orban également. Nous sommes dans cette rhétorique politique de l'envahisseur qui correspond à ce que beaucoup de gens pensent. Beaucoup de gens s'estiment menacés. La question qu'il faut poser, c'est pourquoi, au fond, avons-nous besoin de développer cette rhétorique de l'étranger envahisseur? Là, je crois, et c'est là où j'ai tendance à faire revenir ce que j'appelle le syndrome des gremlins, parce que je crois qu'effectivement, nous avons psychiquement, sans doute, dans la constitution de notre identité intérieure, et aussi du coup collective, nous avons besoin de construire une frontière pour délimiter notre fort intérieur, fort F-O-R-S, mais aussi du coup fort F-O-R-T, notre forteresse intérieure. Nous avons besoin d'une frontière pour stabiliser ce que nous sommes. Et la meilleure manière de savoir qui nous sommes, finalement, c'est en identité, c'est d'expulser ce que nous pensons ne pas être, c'est-à-dire, en l'occurrence, un étranger qui n'est plus différent de nous pour des raisons biologiques, ce racisme biologique a disparu globalement, mais qui est différent de nous pour des raisons culturelles. Et donc on est dans une espèce de racisme culturel, un racisme sans race, dans lequel, au fond, c'est la culture de l'autre, la civilisation de l'autre, qui lui colle à la peau de manière apparemment organique et qui finit par le définir en fonction de quelques éléments identitaires très très rapidement pris dans cette culture de l'autre, qui fonctionne comme une espèce d'exotisme négatif. Parce que cette culture de l'autre, nous ne savons pas ce qu'elle est. Nous l'identifions à quelques petits signes que nous accrochons comme un pins sur la veste de l'étranger supposé. Alors, pourquoi je parle de syndrome des gremlins? C'est que justement, les gremlins nous ont été inventés en 1984, je crois, dans le film de Joe Dante. Mais avant d'être c'est très intéressant le film de Joe Dante, parce que en réalité, il y a déjà une fable culturelle, puisque ça se passe au moment de Noël, dans une ville américaine. C'est un père de famille qui veut trouver un cadeau original pour son fils et qui va dans le quartier chinois de cette ville. Et le commerçant chinois est très résistant à lui offrir ce mogwai, cette petite créature, parce que elle peut s'avérer funeste et la suite du film montrera que c'est le cas. Mais ce qui est intéressant, c'est que justement dans cette fiction des Gremlins, en réalité, elle avait déjà été inventée, cette fiction, dans les années 40, et notamment par l'écrivain pour enfants Roald Dahl, qui écrit en 1943 son premier roman, qui s'appelle Les Gremlins, et qui lui-même reprend, c'est un pilote de chasse, Roald Dahl, et lui-même il reprend l'histoire qui traînait dans la Royal Air Force britannique, qui était une histoire à la fois ironique et justement qui était faite pour se moquer d'eux-mêmes, puisque les Britanniques, les pilotes de la Royal Air Force, imaginaient que des petites bêtes s'en prenaient à leurs avions lorsqu'ils étaient en train de chasser dans les airs et détériorer leurs moteurs ou les voilures de l'avion. Et donc ils imaginaient les avaries de l'avion du fait des gremlins. Et alors Roald Dahl s'amuse à reprendre cette histoire, et moi j'y vois là une espèce de fantasmagorie de l'agresseur extérieur qui en réalité est une fiction, mais sur lequel on se déverse pour ne pas avoir à penser nos propres mots intérieurs. Rien de tel qu'un gremlin extérieur pour oublier nos mots intérieurs. Et ça, c'est ce que j'appelle le syndrome des gremlins, qui est très préoccupant, parce que ça signifie que dans notre psychisme, nous avons besoin d'un étranger ennemi pour constituer justement notre intériorité. Et à ce moment-là, si c'est le cas, si vraiment notre psychisme, littéralement, suscite cet étranger pour l'expulser dans un second temps, mais le suscite dans un premier temps pour l'expulser dans un second temps,
La question qui se pose, c'est comment être hospitalier? Comment parvenir à construire une scène psychique de l'hospitalité si nous sommes à ce point, en quelque sorte, psychiquement, je dirais, constitués par une référence à l'hostilité. C'est là où il faut, à mon avis, poser la question en termes d'éducation, en termes de culture, en termes de... Aujourd'hui, nous vivons sur une éducation qui est encore une éducation nationale. On a un ministère de l'éducation nationale. À quand aurons-nous un ministère de l'éducation internationale? Un ministère qui puisse justement nous apprendre, une éducation qui puisse nous apprendre justement à nous familiariser avec des aires du globe avec lesquelles la France a été historiquement en rapport, avec lesquelles elle continue d'entretenir des histoires, parce qu'aujourd'hui nous vivons dans l'asile de l'ignorance. Nous ignorons tout de l'histoire de l'Afrique du Nord. Nous ignorons tout de l'histoire de populations d'Afrique noire, avec lesquelles nous avons été en rapport par les colonisations, par la langue et puis par une histoire post-coloniale. Non seulement nous ignorons tout, et du coup, nous ne saisissons plus l'intelligence, l'intelligibilité de ces cultures. Nous les considérons comme finalement des cultures moins, entre guillemets, cultivées que la nôtre. Et nous entrons du même coup dans un processus d'ignorance qui rend possible l'hostilité à l'égard de l'autre. Et du coup, qui crée les conditions de la peur. Parce que dès lors que l'autre n'est plus saisi comme un être intelligible, qui a sa propre rationalité, dès lors que l'autre est saisi comme une espèce de créature irrationnelle, prête à bondir dans notre pays parce que ça lui chante, nous ne pouvons qu'en avoir peur. La peur vient justement de la... Je suis persuadé que la peur vient de la méconnaissance, de l'ignorance que nous avons de l'autre. Donc restaurer une connaissance de l'autre, c'est vraiment une tâche fondamentale. Et c'est à partir de là qu'on pourrait retrouver l'idée que l'hospitalité, finalement, est un partage d'intelligence, n'est pas simplement une émotion qu'on a comme ça, quand on est saisi par le drame de quelqu'un, mais aussi une pratique de mise en commun de deux intelligences qui s'échangent. Je voudrais parler avec vous de cette invisibilité de ces réfugiés, de ces demandeurs de refuge. Aujourd'hui, c'est le sentiment que j'ai, et je crois que vous le partagez, en tout cas dans vos recherches, c'est quelque chose qui est ressorti. Et comment ce mécanisme fonctionne? C'est-à-dire ce que je ne vois pas, finalement, n'existe pas. Comment est-ce qu'on en arrive là? Alors je pense qu'il y a un double mécanisme qui produit l'invisibilité. Effectivement, je pense que l'invisibilité, c'est pas une donnée naturelle à nos sens, c'est pas ce qu'on ne peut pas voir, c'est une construction sociale toujours. Nos sens sont porteurs de signification sociale et donc effectivement il y a une partie du monde qu'on ne peut pas voir ou qu'on ne veut pas voir, et la question c'est de savoir pourquoi. Et là je crois que pour les demandeurs de refuge, je dirais qu'il y a une raison politique et vraiment majeure. C'est tout simplement le fait pour chaque État-nation de refuser de donner le moindre titre juridique à un demandeur de refuge, de le laisser donc dans un état de clandestinité, construit l'invisibilité. De fait, le demandeur de refuge ne peut pas ne pas être invisible s'il veut justement échapper à la pulsion de contrôle des États-nations qui justement cherchent à le rendre visible mais pour l'expulser. Donc ou bien il y a une espèce de choix cornélien, ou bien on va chercher on va prendre le risque de la visibilité, mais avec l'effet de l'expulsion tout à fait possible, ou bien on rentre dans l'invisibilité en espérant que les choses vont aller mieux grâce à cette invisibilité dans laquelle on est. Et du coup, on devient un inexistant à ce moment-là. Donc cette espèce de dichotomie, de division des deux manières d'être possibles de l'étranger est une division tragique. Dans les deux cas, dans les deux cas, il y a une espèce d'effacement tragique de l'étranger, parce que dans le premier cas, le fait d'accorder un titre juridique,
est très très rare, finalement, vu le nombre de demandes. Et donc, bon, du coup, c'est vraiment un parcours extrêmement aléatoire, difficile et rendu de plus en plus impossible dès lors qu'on a été dubliné, dès lors qu'on a été qu'on est rentré illégalement dans un pays et que l'on doit théoriquement et pratiquement être enregistré dans ce pays et faire la demande d'asile dans ce pays alors qu'on ne veut pas être dans ce pays. Voilà, on est véritablement un sujet à l'existence improbable. Et de l'autre côté, effectivement, il semble que cette option de l'invisibilité, qui est une espèce d'ultime recours de l'étranger, lui revienne comme un boomerang, puisque s'il va dans l'invisibilité, il sera encore plus rendu inexistant par le fait que nous-mêmes, nous, la société en règle générale, ne voulons pas voir ces étrangers. Et nous les assignons à la place de l'invisibilité, précisément. Et ça, c'est très net. Quand on est allé, avec Fabienne Brugère, nous avons passé beaucoup de temps à Calais ou dans d'autres endroits. Quand on se rend dans des lieux de cette sorte, on se rend compte qu'il y a une espèce de gestion des invisibles, que ces lieux-là sont faits pour rester invisibles, qu'ils n'existent qu'à la condition de ne pas être trop perçus, et que quand ils commencent à être perçus, ça devient un problème. Donc, et c'est vrai d'ailleurs que ce qui nous a frappé dans un premier temps, à Calais, à Grande-Synthe, à Berlin, à Tempelhof, à la frontière macédonienne, etc., dans d'autres endroits en Europe, ce qui nous a frappé, c'est que ces lieux de rassemblement des étrangers, la jungle, la linière à Grande-Synthe, ils n'existent pas. Ce sont des lieux qui ne sont représentés sur aucune carte. Il n'y a aucun GPS le plus perfectionné du monde qui va vous indiquer la jungle de Calais. Donc, comment peut-on exister dans un lieu qui devient à ce point un lieu inexistant, un hors-lieu? Moi, je dis souvent que nous avons tous une adresse. Notre adresse, c'est celle qu'on donne à nos amis. J'habite là, venez me voir. Ça fonctionne comme une justification spatiale de notre existence. Nous sommes assurés d'exister parce que nous avons quelque part un bout de terre, un bout de monde dont nous pouvons attester et qui peut être attesté par d'autres qui viennent nous voir. L'adresse, c'est une raison spatiale, c'est aussi une raison sociale qui nous soutient dans notre existence. Mais comment exister lorsque cette raison spatiale n'est plus là? Comment vivre dans un lieu qui est un hors-lieu? Quel type d'existence peut-on avoir si ce n'est une existence fantomale? Si ce n'est d'être une espèce de spectre qui erre dans une lande quasi shakespearienne, sans sorcière, mais avec beaucoup de démons, et où la seule possibilité, c'est justement d'être le moins visible possible aux yeux des autorités. On devient effectivement un sujet maudit, hein. On devient un paria, quelqu'un qui ne peut plus appartenir nulle part. C'est Hannah Arendt qui expliquait déjà en 1955 dans son livre sur le totalitarisme que le grand problème, c'était non pas, comme chez Shakespeare, d'être ou de ne pas être, mais d'appartenir ou de ne pas appartenir. Quand vous n'appartenez pas, quand vous appartenez à plus rien, à aucune entité, à aucun collectif, à aucun groupe, à aucun espace, vous êtes ce qu'elle appelait en français un paria. C'est le cas. Hein. Et c'est le cas. Plus chez eux. Voilà. Pas tout à fait ici. Exactement. Pas du tout, entre deux mondes. Oui. Et donc c'est comment notre question, c'est aussi la question d'hospitalité. C'est pas simplement accueillir. C'est aussi comment faire à un moment donné pour que quelqu'un que l'on a accueilli puisse appartenir à nouveau. Ça, c'est une question politique. C'est une question centrale. Moi, je pense qu'il y a, en ce sens-là, je pense qu'il y a un début de l'hospitalité, qui est le fait de tendre la main, de secourir. Donc secourir, c'est vraiment le verbe qui fait démarrer l'hospitalité, qui a un cœur battant de l'hospitalité, qui est l'accueil. C'est pour ça que accueillir, c'est vraiment le
le cœur qui bat de l'hospitalité. C'est pour ça que la question de savoir est-ce qu'on accueille chez soi, est-ce qu'on accueille dans un lieu à l'extérieur, comment, etc., ce sont des questions vraiment essentielles. Mais il n'y a pas d'accueil s'il n'y a pas de secours. Enfin, le secours doit, à un moment donné, devenir accueil. Et aujourd'hui, nous sommes des pays qui, collectivement, avons du mal à accueillir. Nous savons parfois secourir quand des existences ont réussi à franchir la Méditerranée et à vaincre le péril de la mort. Nous arrivons à les secourir. C'est-à-dire que nous sommes un peu comme des pompiers qui fonctionnent à l'urgence. Donc il y a un feu dans une maison, nous arrivons à l'éteindre, mais nous laissons les personnes à l'extérieur sur le trottoir. C'est-à-dire que nous n'arrivons pas à accueillir. Nous secourons, mais lorsqu'il s'agit d'accueillir, alors heureusement, effectivement, il y a une partie de gens qui ouvrent leur chez-soi et qui donc restituent ce que j'appelle l'hospitalité, le geste de l'hospitalité maison. C'est-à-dire on fait de sa maison un lieu d'hospitalité, ce qui est absolument important et c'est super fondamental. Mais politiquement, nous ne savons pas accueillir. C'est-à-dire que nos États-nations font refluer l'hospitalité du côté de l'initiative privée et se défaussent de toute responsabilité. Quels sont nos dispositifs politiques par lesquels nous accueillons ? En 1954, quand l'abbé Pierre a produit son cri et en a appelé à la création de centres de fraternité dans toutes les régions de France, cet appel aujourd'hui n'est plus entendu. Il n'y a plus un gouvernement qui dise « Ah oui, effectivement, nous allons créer des centres de fraternité, d'accueil pour les migrants, mais aussi pour les sans domicile fixe d'ici. » Et peut-être qu'il faut aussi refuser cette frontière entre la solidarité pour ceux d'ici et l'hospitalité pour ceux d'ailleurs. Je pense que c'est la même question. L'hospitalité, c'est une question de solidarité, c'est une dimension de la solidarité. Il n'y a plus cette dimension, cette idée sur laquelle il faudrait créer des lieux, des dispositifs d'accueil, est en train de s'effacer. Quand on en crée à un moment donné, parce qu'il y a une impulsion politique qui se met en place, on le ferme l'année d'après, ou 2-3 ans après. Et même Calais, de ce point de vue-là, est emblématique. En 1999, il y a eu un centre de la Croix-Rouge qui s'est installé à Sangatte. Ce centre de la Croix-Rouge, il a été fermé en 2002 par le ministre de l'Intérieur de l'époque. Et ensuite, suite à quoi des usines dans le centre-ville, désaffectées dans le centre de Calais, ont été occupées. Et ces usines ont à leur tour été fermées. Suite à quoi, finalement, la jungle a été créée. La jungle, c'était quoi ? C'était un dispositif inventé par les demandeurs de refuge et les bénévoles, faute de dispositif. C'est un dispositif faute de mieux. Et donc, voilà, on a 1999. On peut imaginer, 20 ans après, ce que la France serait comme pays si elle avait non seulement pérennisé ce dispositif, mais si elle en avait construit d'autres. Nous manquons de dispositifs durables d'accueil. Parce que nous imaginons à tort que qui dit dispositif durable dit inscription durable d'une population dans ces dispositifs. Ce qui est une erreur tragique. Nous avons besoin de dispositifs durables d'accueil pour traiter dignement des personnes qui sont des demandeurs de refuge. Des demandeurs de refuge, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas encore de titre. C'est pour ça que nous avons forgé cette expression, parce qu'on trouvait vraiment aberrant, et puis même violent, et puis même presque nauséeux, la division extrêmement admise à tous les plans, depuis le Haut Commissariat aux réfugiés jusqu'aux médias, cette division entre d'un côté les migrants économiques et de l'autre les réfugiés politiques. Comme si effectivement, il y avait à sélectionner parmi les misérables quels sont ceux qui ont droit à un titre par rapport aux autres, et comme si en même temps on pouvait être un migrant économique sans être aussi un réfugié politique. Et on voit ce que ces termes ont de terrible philosophiquement. Le migrant, c'est celui qui est pris dans la migration, dans le mouvement permanent. Migrant tu es, migrant tu resteras. Le participe présent substantivé montre que ce qui définit le migrant, ce n'est que ce mouvement perpétuel, qui fait qu'il doit toujours être en mouvement. Il n'a même pas de destination. Contrairement aux oiseaux migrateurs, le migrateur a une destination. Le migrant n'en a même plus. Sa seule destination, c'est le mouvement permanent. Et quand un migrant est immobilisé quelque part,
dans un centre de rétention, on assiste à une espèce de logique extrêmement paradoxale, puisqu'on va définir le migrant par le mouvement qui lui est interdit au moment où il est censé encore continuer à passer ailleurs. Mais si on prend la philosophie du terme, ça signifie littéralement que le migrant ne pourra jamais se poser quelque part. Il n'existe que s'il est en mouvement vers ailleurs. Alors qu'il cherche un refuge. Alors qu'il cherche un refuge. Il cherche, lui, à commencer à reconstruire sa vie. Il cherche un refuge pour commencer peut-être à réappartenir à la société des humains. Et de l'autre côté, réfugiés, et là vraiment la violence est terrible, on a nommé réfugiés ceux qui vivaient dans les camps à Calais ou ailleurs, et qui n'étaient absolument pas réfugiés. Réfugié, c'est un titre juridique. Réfugié, quand vous êtes réfugié, vous avez un statut. Or, justement, ces personnes sont à la demande, recherchent un statut. Mais elles n'en ont pas, elles sont privées de ce statut. Et on les nomme par ce qu'elles aimeraient être et dont elles sont privées. C'est une violence terrible quand on y réfléchit. Et donc, il semblait vraiment important de revenir à quelque chose de très simple, au plus proche des existences qui ont fui, qui ont traversé des mers, des terres, etc., et qui est que ce que demandent ces existences, c'est un refuge, justement, c'est un toit. À ce moment-là, ça nous place, nous, société, entre guillemets, d'accueil, dans la nécessité de comprendre que l'hospitalité, c'est une réponse à une demande. Finalement, si j'avais à définir l'hospitalité, je dirais que ce n'est que ça, l'hospitalité. C'est un petit geste. Il y a 1000 manières de répondre à la demande. On peut brancher un portable de quelqu'un, il y a 1000 manières d'exercer une solidarité, mais fondamentalement, l'hospitalité ne suppose pas une grandeur d'âme héroïque de quelqu'un qui dirait « faites comme chez vous, je vous en prie », et qui ouvrirait sa porte. Et pendant longtemps, on a magnifié cette espèce d'héroïsme moral de l'hospitalité. Je crois qu'il faut en revenir à une lecture beaucoup plus triviale de l'hospitalité, beaucoup plus simple, qui est que l'hospitalité, justement, c'est la réponse non préméditée à une demande qui a été faite par quelqu'un. D'un seul coup, quelqu'un frappe à votre porte, et qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez ouvrir? Est-ce que vous allez vous méfier? Mais c'est une réponse presque involontaire. Ce n'était pas prévu que je sois hospitalier, peut-être. Mais j'ai été amené à l'aide parce que peut-être que j'ai rencontré quelqu'un, parce que, pour 1000 raisons. Et forcément, cette réponse, elle consiste toujours, cette réponse à la demande d'hospitalité, elle consiste toujours à recréer un lieu par un lien. Et donc l'hospitalité, au fond, c'est la recréation d'un lieu pour une vie qui a été privée de lieu par son exil, du fait de son exil, qui a été privée de son chez-soi. C'est la recréation d'un lieu par un lien. C'est ça qui est beau dans l'hospitalité. C'est refaire du lieu par le lien. Et sans cette recréation-là, effectivement, il n'y a pas d'hospitalité à proprement parler. Merci.